Bonjour tout le monde, bienvenue sur Son of Congo, une émission où nous parlons de tout ce qui a à voir avec le développement de la République démocratique du Congo, avec le développement de l'homme congolais. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important, on va parler de l'entrepreneuriat. Comment vous pouvez devenir un entrepreneur et quels sont quelques outils que vous pouvez utiliser en tant qu'entrepreneur pour vous aider à être successful dans vos opérations. Donc, si vous êtes un entrepreneur, ou bien vous êtes un businessman en République démocratique du Congo, ou bien vous êtes quelqu'un qui est à l'école et ce sujet vous intéresse, restez branchés et on va en parler. D'abord, ce que je vais vous dire est qu'il n'y a pas vraiment un cours que vous allez apprendre à l'université qui va vous faire devenir un entrepreneur. C'est vraiment un ensemble de cours que vous allez prendre dans vos études. C'est ça qui va vous permettre. Ce qui se passe d'abord dans le monde, les leaders des entreprises, traditionnellement, les leaders des entreprises et les leaders des pays, souvent sont des gens qui ont étudié et leurs études, ceux qui ont étudié, souvent ils se sont arrêtés au MBA. Donc, quand vous êtes en train de penser à un MBA, ce qui est un Master de Business Administration, en vérité, le MBA, c'est le highest level, c'est le plus haut niveau que vous puissiez vraiment vous exposer au business, que vous puissiez étudier le business. Si vous n'avez pas assez d'argent peut-être pour faire tout un programme de MBA, c'est là que les gens prennent quand même des aspects du MBA et ils vous mettent ça dans un programme de certification ou bien un programme, un petit bootcamp qui va vous apprendre les histoires un peu nécessaires du MBA. Mais en vérité, quand vous êtes en train de penser de l'entrepreneuriat, les études qui vont vous donner vraiment le total package, c'est le MBA. Il n'y a pas une autre étude qui va vous permettre vraiment de comprendre toutes ces choses. Et ici, j'ai envie vraiment de m'expliquer parce que le MBA, quand vous êtes dans un programme de MBA, le MBA encore, c'est Master of Business Administration. C'est un programme qui vous apprend l'administration. Ça vous apprend comment gérer une entreprise et ça vous apprend comment gérer une organisation. Et ce skill-là, le skill de gérer une entreprise et gérer une organisation, c'est quelque chose que vous pouvez transférer partout. Vous pouvez transférer ça à la tête d'un pays, vous pouvez transférer ça à la tête d'une entreprise, privée ou publique. Vous pouvez transférer ça dans plusieurs domaines. Donc le skill que vous apprenez quand vous êtes un MBA, c'est ça qui va vous apprendre à diriger, c'est ça qui va vous apprendre à comment organiser votre entreprise et comment ça fonctionne, comment c'est supposé fonctionner à l'intérieur d'une entreprise. Mais le MBA comme tel, c'est pas que vous avez créé des nouveaux cours. Quand vous êtes en train d'étudier, vous êtes par exemple, disons que vous êtes en comptabilité, vous êtes à l'université, vous étudiez la comptabilité ou bien vous étudiez quelque chose d'autre. Ce qui se passe à l'université, souvent, on vous dit de choisir des cours. Vous devez choisir, par exemple, moi par exemple, dans l'exemple que je vais vous donner, moi j'ai étudié le technical management. Et quand j'ai étudié le technical management avec ma concentration dans le project management, euh, quand vous êtes en train de dealer avec les projets, la gestion des projets, vous devez quand même apprendre les finances. Et l'un des cours que j'ai appris pendant que j'étais en train d'étudier le project management, c'était le financial accounting. Donc c'est un accounting un peu, j'ai parlé de ça dans un épisode passé. Si vous avez le temps, allez regarder cet épisode, mais je vais encore répéter un peu la même chose dans celui-ci. Donc, le financial accounting, c'est un accounting qui est un peu focalisé sur les acteurs externes d'une compagnie. Et quand vous parlez des acteurs externes, vous parlez des gouvernements. Par exemple, si je suis une compagnie, je suis la SNEL. On a des rapports qu'on doit publier, des rapports de finances qu'on doit publier pour que notre gouvernement sache ce qu'on est en train de faire. À part ça, vous avez aussi des vendeurs. Il y a d'autres compagnies, il y a des partenaires avec qui vous êtes en relation. Et vous devez aussi publier vos chiffres. Dire que cette année, on a fait ça, l'année prochaine, on compte faire ça.
Et c'est un peu cet ensemble-là des players qui sont à l'extérieur de votre organisation. Quand vous faites le financial accounting, vous vous concentrez sur eux. Vous êtes en train de faire des rapports pour les donner des informations, comme ça ils pourront savoir comment votre compagnie est en train de se porter. C'est ça que je veux dire, il y avait deux formes d'accounting qui étaient données à mon école. Et moi, ce que j'avais étudié dans mon programme de project management, comme je disais, la gestion des projets, j'avais étudié le financial accounting. Mais quand j'ai fait mon MBA, c'est là maintenant que j'ai appris le managerial accounting. C'est qui est un peu un différent type de accounting. Dans le managerial accounting, la compagnie est en train de se focaliser aux opérations internes d'une compagnie. Ça veut dire que vous êtes en train de vous focaliser sur le prix, vous êtes en train de vous focaliser sur la production, vous êtes en train de vous focaliser sur les expenses, les dépenses que vous êtes en train de faire en interne. Vous êtes en train de vous focaliser sur le staff et des histoires comme ça. Donc ici, pour faire un quick recap, le financial accounting, c'est un accounting où vous êtes concentré à l'extérieur, aux gens qui sont à l'extérieur, qui deal avec votre compagnie. Mais dans le managerial accounting, et moi, dans mon avis, je trouve que c'est même la plus importante forme d'accounting, et ces gens sont bien payés. Je disais ça à l'épisode passé, et que quand vous comparez quelqu'un qui a fait le financial accounting et vous comparez quelqu'un qui a fait le managerial accounting, les gens qui ont fait le managerial accounting sont mieux payés. Parce que eux, ils étudient vraiment ce qui se fait dans une entreprise. Et souvent, quand vous êtes dans un programme de MBA, c'est ça que vous êtes en train d'apprendre, le managerial accounting. Mais quand je disais que le MBA, c'est le highest level de l'entrepreneuriat, pour apprendre à devenir un entrepreneur, c'est parce que le MBA vous permet non seulement de devenir, ne vous donne pas seulement, le MBA ne vous donne pas seulement un aspect, l'aspect du business ou bien l'aspect de l'administration. Le MBA vous donne aussi d'autres aspects, l'aspect éthique, l'aspect moral. Donc beaucoup de gens, quand ils pensent à un diplôme de MBA, ils croient que vous êtes allé là-bas et que vous avez étudié seulement le business administration. Mais le MBA, c'est pas ça. Le MBA, il y a plusieurs cours sur le leadership, surtout sur le leadership. Il y a beaucoup de cours sur le management. Il y a beaucoup de cours sur l'éthique. Il y a beaucoup de cours sur l'organisation. Il y a beaucoup de cours sur le critical thinking. Comment vous pouvez penser d'une façon un peu critique. Et tous ces cours-là sont dans le MBA. Donc, quand vous regardez un MBA, il ne faut pas seulement penser au business ou bien à l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est une petite partie du MBA et c'est pas vraiment un cours que vous apprenez. C'est une collection de cours. Donc c'est un programme en fait. C'est un programme qui est mis ensemble et ce programme-là vous donne vraiment, c'est le highest level de devenir un responsable. Et puis traditionnellement, si vous regardez, la plupart des leaders des entreprises étaient des gens qui ont étudié et qui ont obtenu un MBA. On va vous dire qu'ils sont partis au business school. C'est souvent comme ça que les gens parlent de ça. Quand vous partez au grad school, vous dites que je suis parti au business school pour le MBA. Donc, la plupart vous allez remarquer que traditionnellement, je ne dis pas que maintenant tous les chefs d'entreprise ont des MBA, mais ce que je suis en train de dire est que traditionnellement, les gens qui sont à la tête des entreprises, ce sont des gens qui ont des MBA. Ils sont partis soit à Harvard, ils sont partis à Yale, ils sont partis à Cambridge. Ils ont appris le business school, qui est le MBA, et c'est comme ça qu'ils sont arrivés à la tête de ces organisations. Il y a des écoles même spécifiques qui sont en train de former des leaders dans ce pays, dans le monde. Et la plupart des CEO de ce monde viennent de ces écoles. Donc ce sont des écoles vraiment, ce sont des programmes de MBA. Donc si vous êtes intéressé à devenir un entrepreneur ou bien de connaître quelque chose sur l'entrepreneuriat, et vous voulez passer par les études, il n'y a pas un plus grand niveau que le MBA. Après le MBA, vous pouvez peut-être faire votre doctorat, mais le doctorat, c'est pas ça qui va, c'est pour aller enseigner. C'est pas ou bien écrire des livres ou bien faire des publications.
mais c'est pas quelque chose que vous allez utiliser pour... c'est pas vraiment comparable à un MBA. Tout ce que vous allez apprendre pendant que vous faites votre doctorat, c'est un peu les histoires que vous avez déjà appris dans votre MBA. Ça sera sûrement un peu plus de recherche, un peu plus des histoires un peu de thèse et des trucs comme ça. Donc vous entrez vraiment dans l'enseignement quand vous entrez vous essayez de devenir un docteur. Mais le highest level vraiment qui va vous donner la possibilité de voir les choses comme un leader, de voir les choses comme un businessman, de voir les choses comme un entrepreneur. La plus haute éducation qui va vous permettre de le faire, c'est le MBA. Mais je ne dis pas ici que vous avez besoin d'avoir un MBA pour devenir un entrepreneur. Ça, c'est pas ça que je dis. Mais si vous vous demandez, peut-être vous êtes à l'école et vous vous demandez quelles sont les études que je peux faire pour me préparer à l'entrepreneuriat, je vais vous dire qu'au niveau des universités, une fois que vous terminez avec votre bachelor, essayez de faire un MBA et c'est ça qui va vous donner le plus haut niveau de l'entrepreneuriat. Mais comme je dis encore, vous n'avez pas besoin de faire un MBA pour être un entrepreneur. Si vous êtes un entrepreneur aujourd'hui en République démocratique du Congo et vous avez cet outil avec vous, ça va vous permettre de prendre des décisions sur votre business qui va vous aider à grandir, à scale votre business. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et on va commencer à parler de ça à partir d'un exemple. Et l'exemple qu'on va prendre aujourd'hui, c'est l'exemple que j'ai utilisé la fois passée. Je parlais de Maman Tété. Maman Tété, c'est pas une personne qui existe, c'est seulement un caractère fictif que moi j'ai créé. Et disons que Maman Tété est entrepreneur en République démocratique du Congo. Maman Tété décide qu'elle a envie de vendre du café. Elle veut vendre du café, elle trouve que beaucoup de gens boivent le café au Congo et elle a envie de se lancer dans le café business. Elle, maintenant, elle part maintenant chez un grossiste, quelqu'un qui peut lui vendre le café. Parce que c'est pas elle qui est en train de faire le café, de produire le café elle-même. Elle part chez un grossiste et elle décide maintenant d'acheter le café. Quand elle va chez le grossiste lui dit maintenant que, ok, tu peux acheter le café ici. Et le café que tu peux acheter, tu vas acheter ça peut-être à 120 $. C'est ça le prix que le grossiste l'a donné. 120 $ pour un paquet de café. Maman Tété, maintenant, elle trouve que c'est un bon prix. Elle trouve que c'est quand même bon. C'est chez le grossiste, donc il n'y a pas vraiment un autre endroit où elle peut aller pour trouver un meilleur prix. Et elle se dit qu'elle va prendre ce café et elle va vendre ça, disons, par exemple, à Gombe. Maintenant, pour vendre à Gombe, on lui dit maintenant que le loyer, pour trouver une place où elle pourra vendre son café, on lui dit que le loyer va lui coûter quelque chose comme, disons, 2000 $. 2000 $, c'est ça le loyer qu'elle va payer si elle a envie de trouver sa propre boîte à Gombe où elle pourra vendre son café. Ici, la décision qu'elle doit prendre, c'est de savoir, est-ce que je dois partir à Gombe, louer ma boutique à 2000 $, ou bien je ne peux pas me lancer dans cette aventure. C'est ça la chose que Maman Tété maintenant doit se poser. Et ici maintenant, on doit maintenant raisonner en termes d'entrepreneur. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Quelle est la meilleure approche pour elle pour prendre une bonne décision pour son entreprise? On est en train d'assumer que c'est tout ce qu'elle aura comme coût. Donc elle n'a pas de commission, il n'y a pas d'autre chose qui sera dans tout ça. Le coût qu'elle a, c'est 120 $ pour s'acheter son paquet chez le grossiste. Et elle a 2000 $ qu'elle devra payer pour le loyer si elle décide d'aller louer à Gombe. Et pour arriver à cette conclusion, vous devez quand même faire certaines recherches. Et ce que je suis en train de dire ici est que vous devez d'abord identifier le problème et vous devez identifier ce qui n'est pas certain, ou ce que, comme on appelle, uncertainties, les risques. Donc le prix qu'elle va mettre, non seulement elle doit déterminer à quel prix elle va mettre son produit, mais elle doit aussi se dire, en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, combien de personnes vont acheter ce produit à ce prix. Et ça, ce sont les deux choses que Maman Tété ne connaît pas. Et elle doit essayer de répondre à ces questions.
Et pour essayer de répondre à cette question, elle doit quand même connaître, elle doit prendre l'information. Donc ça, c'est la deuxième étape qu'elle doit faire, c'est aller rechercher maintenant l'information. Dans l'information qu'elle est en train de rechercher, elle doit se dire maintenant, c'est quel genre de personne qui habite à Gombe. Dans le milieu que moi j'ai envie, où j'ai envie d'aller vendre le café, c'est quel genre de personnes qui habitent là-bas. Et est-ce que ces personnes qui habitent à Gombe pourront acheter ce produit à ce prix? Et pour identifier, pour répondre à cette question, elle doit regarder aussi au historical data. Ça veut dire qu'elle doit se renseigner et voir s'il y avait quelqu'un qui avait déjà, s'était déjà lancé dans cette aventure de vendre le café à Gombe. Et comment ça s'est passé? C'était à quel prix que cette personne avait mis son café? Et c'était quand que cette personne avait mis ce café? Est-ce que les conditions où la personne est en train de vendre ce café dans le temps sont les mêmes conditions que maintenant? Est-ce que les conditions ont changé dans ce milieu? Disons par exemple, il y avait quelqu'un qui vendait le café à ce même endroit-là à Gombe il y a 4 ans. Et cette personne-là est en train de charger $100. Est-ce que ça veut dire que maintenant aussi, moi, je dois mettre mon café à $100 ou bien je dois mettre un prix différent? Est-ce que nous vivons dans les mêmes conditions maintenant que la personne qui était avant est en train de vivre? Toutes ces questions, ce sont les questions que maman Tété, en tant qu'entrepreneur, elle doit se poser. Et en tant qu'entrepreneur, c'est quelque chose qui est vraiment important à faire. Vous aurez toujours besoin de vous informer sur ce que les autres entrepreneurs ont fait. Vous devez toujours regarder aux data. Vous devez regarder ce qu'on appelle historical data. Qu'est-ce que les gens ont fait dans le passé? Et cette information va vous permettre maintenant de prendre une décision pour le futur. Dans la méthode maintenant de CVP, il y a 2 choses qui sont importantes à connaître au début. Au début de toutes les analyses que vous allez faire, il y a 2 choses importantes que vous devez connaître. Vous devez connaître le fixed price, donc le prix fixe, et vous devez connaître le variable price dans votre organisation, dans votre entreprise. Ici maintenant, le prix fixe, c'est le prix qui ne change pas. Quand vous entendez quelqu'un qui vous parle de fixed price, c'est le prix qui ne change pas, peu importe la production. Ça veut dire que même si la production augmente ou bien la production diminue, ce prix-là ne va pas changer. Dans le cas de maman Tété, ce prix-là, c'est le prix du loyer, les $2000. $2000, ça ne va pas changer. Que maman Tété vende 1000 produits, qu'elle vende 200 produits, qu'elle vende 300 produits, son loyer ne va pas changer. Son loyer sera toujours le même de $2000. Donc ça, c'est un prix fixe. Et le prix qui va varier, ce sera ce qu'on appelle le variable cost. Ce sont les prix qui changent avec la production. Plus il y a de production, plus le prix est en train de changer ou bien le coût est en train de changer. Par exemple, quand elle achète son produit, $120, c'est ça que chaque fois qu'elle va dépenser, ça va augmenter. Ça sera $120, après elle achète encore un autre, ça devient 240, elle achète encore un autre, ça devient 360. Donc ça va toujours commencer à augmenter plus qu'elle est en train de produire ou bien acheter plus de units ou bien de pièces. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le variable cost. Elle, maintenant, maman Tété, a décidé de mettre maintenant son prix à $200. Et en faisant ça, maintenant, elle est en train de tester. Elle se dit maintenant que je vais tester 2 possibilités. Disons que je vende 5 packages ou bien 5 paquets de ce produit, ou bien je vais essayer de vendre 40 paquets de ce produit. Et c'est là qu'elle est en train de faire maintenant ses calculs. Et ici, il est important de vous dire que vous devez toujours tout faire pour connaître votre variable cost. Le variable cost, c'est la chose la plus importante. Ça veut dire que c'est le prix qui va varier. Si vous ne faites pas attention à tous les variable costs et vous ne les mettez pas tous dans votre calcul, vous allez prendre une décision et vous allez croire que c'était bon d'investir ou bien d'aller à Gombe. Mais en vérité, ce n'était pas une bonne décision. Vous avez mal fait votre calcul. Donc vous, en tant qu'entrepreneur, vous devez connaître le variable cost. Combien ça va vous coûter pour produire ce que vous êtes en train de produire? Combien ça va vous coûter pour vendre ce que vous êtes en train de vendre? Il y a d'autres personnes qui vendent où ils sont en train d'aller aux Andes de chaque jour. Donc vous avez le prix du carburant, vous avez le prix du taxi. Toutes ces histoires, ce sont des prix qui sont en train d'augmenter chaque jour. Donc
Si vous êtes dans ce cas, si vous n'êtes pas seulement dans le cas de maman Tété, et ce sont des histoires que vous devez prendre en considération quand vous êtes en train de déterminer le prix, le variable cost de votre production. Combien ça va vous coûter, et c'est ça qui va vous permettre de prendre la bonne décision pour votre business. Ici maintenant vous voyez que maman Tété son variable cost, ça veut dire que tous les prix qui vont varier c'était $120. Elle a seulement un seul prix et c'est le prix du package. Quand elle part chez le grossiste, elle donne $120 et c'est ça sa dépense. Elle va acheter maintenant 5 paquets, ça veut dire que c'est $600 en tout. Le variable cost qu'elle a c'est $600 et son revenu qu'elle a, c'est $200 parce qu'elle a décidé de mettre son prix à $200. Elle a fait ses recherches et tout. Elle a décidé de mettre à $200. Et quand elle va multiplier ça par 5, vous voyez qu'elle aura maintenant un revenu total de $1000. Si elle décide maintenant de vendre 40 paquets, $120, ça sera toujours son variable cost. Donc elle va toujours aller chez le grossiste et acheter le produit à $120. Mais ici, maintenant, on va multiplier par 40 parce qu'elle a décidé maintenant de vendre 40 paquets de café. Ce qui va faire maintenant un total de 4800. Ça, c'est le total de son variable cost. Et le fixed cost maintenant, le fixed cost, ce qui ne va pas changer, ce sera maintenant le prix du loyer. Et le loyer, c'est ce qu'on l'a dit à Gombe, pour avoir son petit loyer, sa petite location, ça va lui coûter quelque chose comme $2000. Donc ici maintenant, vous allez voir que son total revenu, c'est $1000, son variable cost, c'est $600 et son fixed cost, c'est $2000. Ça veut dire que son operating income sera quelque chose comme moins 1600. Parce que vous avez $1000, vous avez $600 et puis vous avez un coût de $2000. Donc son operating cost à la fin sera quelque chose comme moins 1600 si elle décide de vendre 5 paquets à $200. Et si elle décide maintenant de vendre 40 paquets, ça va faire maintenant que son total revenu sera de $8000. Son variable cost sera de $4800, ce qui va lui laisser quelque chose comme 3200. Et puis vous voyez maintenant que son loyer est de $2000. Ça veut dire qu'à la fin, son operating cost sera quelque chose comme $1200 si elle décide de vendre 40 paquets. Le contribution margin, c'est seulement la différence entre le total revenu que vous avez et le total prix des variable cost. Cette différence-là, c'est ça que vous appelez le contribution margin. Son contribution margin est de $400. Donc vous prenez $1000 parce que 1000 x 5, c'est ça que 200 x 5, c'est ça qui lui a donné 1000. Et vous êtes en train de soustraire maintenant le $600 de ces $1000. Donc ça fait $400. Son contribution margin est de $400. Et la même chose si elle décide de vendre 40 paquets, ça va lui faire $8000 moins 4800 et son contribution margin sera de $3200. Vous pouvez même aller plus loin dans l'analyse. Vous pouvez trouver le contribution margin per unit. Ça veut dire pour chaque pièce, vous pouvez trouver c'est quoi le contribution margin pour chaque pièce que je vais vendre. Et ici, vous allez voir que le contribution margin per unit, c'est ce que vous allez trouver en faisant le selling price, votre prix de vente. Vous allez prendre ce prix-là et vous allez soustraire maintenant de ce prix le variable cost per unit. Et c'est ça qui va vous donner maintenant $80. Ça veut dire que votre contribution margin per unit, c'est $80. Et le contribution price per unit, c'est quelque chose que vous n'avez pas besoin de garder en chiffres. Parce qu'ici, vous savez que son contribution price per unit, c'est $80. Mais pour rendre ça encore plus facile pour vous en tant qu'entrepreneur, vous pouvez rendre ce $80 en un pourcentage qui sera un peu plus clair pour vous. Et ça va vous aider maintenant à prendre des décisions. Et quand vous changez ce contribution price margin per unit, vous changez ça maintenant à un pourcentage, vous appelez ça maintenant de contribution price ratio. Et ça, ça va vous aider maintenant à avoir un pourcentage net sur ce que vous êtes en train de faire. Ça veut dire qu'ici, maintenant, le ratio, ce sera $80 que maman Tété a décidé de vendre, divisé maintenant par $200, et c'est ça qui va lui donner maintenant 40%.
Ça veut dire maintenant que pour chaque dollar que elle va gagner, 40% de cet argent, c'est ça qui va lui revenir. Donc 40% sera le profit qu'elle va avoir pour chaque dollar qu'elle est en train de... Ici, son loyer, c'est de 2000 $. Et si elle sait que 40% de chaque dollar que je vais gagner par maintenant est un profit, elle peut savoir maintenant comment elle va combien de units elle va vendre pour maintenant soit break even. Comme ici dans cet exemple, vous allez voir que si elle essaie de vendre 25 units, elle va break even. Ça veut dire qu'elle ne va pas gagner de l'argent et elle ne va pas perdre de l'argent. Parce elle a connu son CPV. Et c'est ça qui va l'aider maintenant à prendre des décisions dans son business. Parce que si vous savez que si j'achète 25 paquets, je serai à zéro, je n'aurai pas de profit, ça va vous permettre maintenant, elle, maman tété, elle peut se dire que, ok, je vais aller à Gombe, je vais louer cet endroit, et ce que je dois faire au minimum pour ne pas perdre de l'argent, c'est m'acheter 25 paquets. Et ça, c'est ce qui va l'aider en tant qu'entrepreneur. Et tout ce qu'elle va vendre au-dessus des 25 paquets, ce sera maintenant son profit à elle. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important en tant qu'entrepreneur. Apprendre à identifier des histoires comme ça, apprendre à placer votre prix. Et même les prix des gens qui sont dans la concurrence, vous devez vous demander, est-ce que la concurrence va diminuer aussi leur prix? Mais dans ce cas ici, vous n'avez pas vraiment besoin de vous lancer, de mettre le même prix que la concurrence. Parce que vous avez vos données. Vous savez combien de packages vous devez vendre pour être rentable. Vous savez comment vous devez faire pour être rentable dans votre entreprise. Donc, que la compétition mette un prix élevé ou que la compétition mette un prix un peu plus bas, ça, ce n'est pas vraiment votre problème. Parce que vous savez déjà que pour que moi, je puisse break even, je dois vendre 25 paquets. Et si je ne vends pas 25 paquets, ça veut dire que mon operating cost devient négatif et je suis en train de perdre de l'argent. Donc, quand vous jouez avec des calculs comme ça, c'est là que vous serez en mesure de devenir un successful entrepreneur. Et ça, ce sont des histoires que vous, les entrepreneurs, vous devez connaître. Il y a beaucoup de trucs comme ça que vous pouvez utiliser, beaucoup de formules que vous pouvez utiliser dans l'entrepreneuriat pour vous permettre à prendre des décisions. Et le CVP, c'est une des formules que vous pouvez utiliser. Si vous avez l'occasion, allez sur Internet, lisez un peu plus sur ça, recherchez un peu plus sur ça, faites quelques exercices et soyez vraiment confortable avec le CVP. Parce que ce seront des analyses qui vont vraiment vous aider dans vos décisions et ça va vraiment vous aider à créer des successful business. Donc ça, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. On se retrouve prochainement dans les épisodes de Son of Congo. What?